L'introduction d'aménagement raisonnable dans l'enseignement ordinaire ne risque pas de vider l'enseignement spécialisé, malheureusement. Il faut rappeler que l'enseignement spécialisé était utile dans les années 70 parce que les enfants porteurs de déficiences, physiques ou intellectuelles, étaient laissés dans le fond des classes et on ne s'en occupait pas. Et donc les parents sont battus pour qu'il y ait un enseignement adapté. Mais aujourd'hui, on va dans l'autre sens. Il y a une Convention internationale des droits des personnes handicapées qui dit chaque personne porteuse de handicap a le droit d'être dans l'enseignement inclusif, un enseignement ordinaire avec tous les autres élèves. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à la suppression, non pas la suppression, à mixer les deux types d'enseignement, que l'enseignement spécialisé travaille avec l'ordinaire. Alors, l'introduction d'aménagement raisonnable a comme seul objectif de diminuer le nombre d'enfants qu'il y a dans les types, on va dire, qui sont... où on intègre plutôt des enfants avec un handicap social. Et donc, l'objectif, c'est de diminuer de 6 000 élèves seulement à l'horizon 2030. L'enseignement spécialisé, c'est-à-dire quasiment supprimer le type 8. Ça n'empêchera pas que des élèves qui n'ont absolument aucune déficience soient orientés vers le spécialisé, puisqu'il restera encore... Actuellement, il faut bien se dire que chaque année, il y a 2 500 élèves qui sont orientés vers un type d'enseignement où ils n'ont pas leur place. Et donc, c'est l'enseignement spécialisé, alors qu'eux n'ont absolument aucune déficience. Et donc, c'est simplement une sorte de remédiation, l'enseignement ordinaire estimant qu'il ne sait pas aider des enfants vu leurs difficultés, les oriente vers un type d'enseignement qui n'est pas fait pour eux, mais qu'ils croient fait pour eux, et qui est considéré comme étant la remédiation. Alors, les inégalités scolaires vont continuer, évidemment, puisqu'il y a des écoles... Les écoles sont ségrégées. Donc il y a des écoles qui concentrent des publics extrêmement fragiles, extrêmement paupérisés, et des écoles plus élitistes. Et tant qu'on aura des écoles qui sont socialement différentes, on va avoir des difficultés pour rendre l'enseignement plus équitable, évidemment. L'objectif du décret inscription, qui date déjà depuis quelques années, était justement de mixer socialement les établissements scolaires pour faire de l'hétérogénéité. Et donc, les aménagements raisonnables vont être intégrés dans toutes les écoles, que ce soit dans les milieux populaires ou dans les milieux favorisés. Et donc, ça ne va pas changer grand-chose pour favoriser la mixité sociale. C'est-à-dire qu'un enfant qui a des difficultés dans une école de milieu populaire aura ses aménagements raisonnables dans cette école-là et il ne fréquentera pas une autre école et vice-versa. Et donc, les aménagements raisonnables, eux, n'ont pas pour objectif non plus de mixer socialement. Ils ont simplement pour objectif de dire cet enfant a une difficulté d'apprentissage, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour lui permettre de progresser malgré ses difficultés d'apprentissage et d'apprendre comme les autres, en tout cas le mieux possible. Et donc ça n'a pas du tout l'objectif de mixité sociale. L'objectif de la mise en place d'aménagements raisonnables est bien de diminuer le nombre d'enfants qui sont orientés de manière abusive vers l'enseignement spécialisé. Et donc, le décret dit bien qu'avant toute orientation, il faut mettre le plus d'aménagements raisonnables possible en place. Il n'y a que dans le cas où ça ne marche pas qu'on peut continuer à orienter vers le spécialisé. Alors, les types 1, 3 et 8 de l'enseignement spécialisé concentrent malheureusement essentiellement des enfants qui ont un handicap social ou comportemental pour le type 3, c'est-à-dire l'enfant qui bouge un peu trop, hop, on le dirige vers le type 3. Donc ces enfants n'ont absolument aucun handicap. Absolument handicap, sauf qu'il est social. Voilà, ce sont des milieux précarisés. Et donc, ils ne sont pas destinés à aller dans un enseignement spécialisé. L'enseignement spécialisé a en principe des spécialistes des difficultés d'apprentissage qui devraient pouvoir aller dans les écoles d'enseignement ordinaire, aider les enseignants de l'ordinaire qui, eux, n'ont pas leurs compétences et permettre à ces enfants de progresser. C'est ça l'intégration scolaire. C'est-à-dire, on fait l'intégration, on travaille enseignement spécialisé, enseignement ordinaire ensemble pour qu'un enfant soit à sa place dans une classe, donc qu'on puisse mettre des pratiques pédagogiques adaptées en place. Et l'enseignant du spécialisé vient 4 heures par semaine, c'est pas énorme 4 heures, hein, mais ça vient pour l'enseignant, il vient pas pour l'enfant, il vient surtout pour aider l'enseignant à mettre en place ces pratiques pédagogiques pour permettre à cet enfant de progresser.
Une fois qu'on a terminé sa scolarité et qu'on accède au monde du travail, les aménagements raisonnables tombent de facto. Et donc il n'y a plus d'obligation pour un employeur de les mettre en place. Cependant, il y a quand même des employeurs qui sont des citoyens et qui accueillent des personnes 10 en mettant justement des aménagements raisonnables en place. D'ailleurs, il y en a qui accueillent des personnes avec un handicap, des déficiences intellectuelles et physiques, et qui mettent aussi les aménagements raisonnables en place. C'est simplement une question de bon sens, une question d'empathie et de citoyenneté par rapport aux personnes qu'on engage. Changer mon regard sur les aménagements raisonnables, c'est un choix éthique, c'est vouloir une société plus inclusive où chacun a sa place.